Catherine Loubet. Sur ma chaîne YouTube Envol et Sillage, je vous propose en plusieurs émissions une visite accompagnée des halls du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Bonjour à tous. Nous avons la chance d'avoir deux invités. Le premier invité va nous faire une présentation du Musée de l'Air. C'est monsieur Antoine Touret, qui est au service de la communication. Et suite à cette introduction, nous aurons un guidage fait de tous les halls. Il y aura plusieurs émissions. Notre invité est monsieur Alain Roland, qui est accompagnateur au Musée de l'Air et de l'Espace. Je vous souhaite une très agréable visite et vous imaginez être déjà dans ce lieu qui est très beau par lui-même et historique. Nous sommes actuellement dans une cabine d'avion de l'Airbus A380 dans le musée. En face de moi, j'ai monsieur Antoine Touret, qui est chargé de communication au Musée de l'Air et de l'Espace. Et nous allons faire une rétrospective sur ce qu'est ce musée qui date depuis de très nombreuses années et qui a eu un changement mais total. C'est pour ça que nous faisons actuellement une émission spéciale parce que nous vous invitons, tous les âges confondus, à venir découvrir ou redécouvrir cet espace où il y a vraiment de quoi passer des jours et des jours. Monsieur Antoine Touret, merci déjà de nous recevoir. Bonjour. Nous aimerions savoir un petit peu ce qu'a été bien sûr le musée, mais aujourd'hui ce qu'il propose pour tous les âges. Alors le musée de l'Air et de l'Espace, pour commencer, on peut dire que c'est un des premiers musées aéronautiques au monde, à la fois par son ancienneté et la richesse de ses collections. Donc vous l'avez dit, c'est un très ancien musée. Pour être exact, c'est un musée qui est plus que centenaire, parce qu'en fait il a été fondé en 1918, et les premières collections aéronautiques ont été exposées au Grand Palais en 1919, donc vous voyez un peu l'âge canonique de ce musée. Ce musée, il a une longue histoire. Il a rejoint les pistes du Bourget en 1973 avec les premiers halls qui ont été ouverts ici en 1975, et à partir de 1987, il a intégré l'ancienne aérogare du Bourget qui n'était plus en activité depuis 1980 pour devenir le musée qu'on connaît dans sa configuration actuelle. Donc aujourd'hui, vous avez environ 12,5 hectares d'espaces d'exposition qui sont visitables par le public, avec près de 120 aéronefs qui peuvent être observés, donc quelques avions assez mythiques qui sont visitables. On a bien sûr deux Concorde, le Concorde prototype 001 et le Concorde Sierra Delta, qui est le dernier à avoir volé sous les couleurs d'Air France. Oui. Vous avez aussi le Dakota, qui est l'avion emblématique du débarquement, et le Boeing 747, qui est l'avion qui a révolutionné l'aviation commerciale. Donc ça, c'est pour la partie exposition permanente. À côté de ça, on a aussi plusieurs activités qui s'adressent à tous les publics. Vous avez un espace ludo-éducatif Planète Pilote, qui a été ouvert en 2010 et qui permet aux enfants d'environ 6-12 ans... Planète Pilote, hein, Planète Pilote, ça. Exactement. Qui permet aux enfants d'environ 6-12 ans de s'immerger dans la thématique aéronautique et spatiale au détour de 40 animations interactives. Et puis on a un planétarium, voilà, qui régale un peu les amateurs d'espace avec des séances qui permettent de découvrir un peu tous les secrets de l'univers. Alors, est-ce que c'est payant tout ça ? C'est-à-dire, il y a l'entrée certainement du musée, pour des groupes, pour des individuels, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de tarifs ? Alors le musée, l'accès au musée est gratuit pour les moins de 26 ans. Quand on a plus de 26 ans, il y a un billet unique qui permet à la fois d'accéder aux expositions permanentes, donc tous les avions qu'on a pu évoquer, et aussi aux avions visitables. C'est un billet qui est au tarif de 16 €. Et à côté de ça, vous avez des animations qui sont payantes en supplément, donc planétarium, qui sont payantes environ d'après 4 € par personne. 4 € par personne. C'est ça. Et pour les groupes, s'il y a des groupes veulent venir Alors pour les groupes, on a des tarifs spécifiques, des barèmes qui sont appliqués, donc dans ces cas-là, c'est un peu à la carte. Il faut contacter notre équipe des réservations qui peut vous renseigner sur les tarifs groupes qui s'appliquent avec bien sûr des cotes en fonction du nombre de personnes. D'accord. Et donc, si on a bien compris, pour les Concorde, enfin pour visiter Concorde, qui se trouve lui-même dans un hangar, le Hall Concorde, donc là c'est compris dans le tarif, c'est ça ? C'est compris dans un billet unique. Donc voilà, pour les moins de 26 ans, du coup, c'est un billet qui passe à 8 €, parce que ça fait pas partie des expositions permanentes. Et les plus de 26 ans, c'est 16 €. 16 €, d'accord. Donc pour tout adulte, finalement, c'est 16 €. C'est ça, voilà. exactement. D'accord.
Et donc il y a tous les halls. Il y a combien de halls à peu près? On a une dizaine de halls qui couvrent à peu près toute l'histoire de l'aéronautique et du spatial, donc des pionniers de l'air. On part même de l'Antiquité en fait et des premiers envols jusqu'à la conquête spatiale et à ses derniers développements. Donc vous aurez des maquettes des fusées Ariane, dont on a 2 maquettes de fusées en taille réelle qui sont sur le tarmac. Ariane 1 qui a été installée ici en 1973, je crois, et Ariane 5 qui est installée en 1995 dans le cadre du Salon du Bourget. Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est un musée, bien sûr, un musée, mais ce n'est pas qu'un musée. C'est un musée qui ouvre ses portes carrément sur un tarmac, sur un aéroport. Voilà. Donc, si bien que les personnes peuvent voir et entendre décoller des avions, parce qu'il y a l'aéroport du Bourget avec toujours une activité, surtout d'affaires. Et quand il y a le salon international de l'aéronautique et de l'espace, tous les 2 ans, c'est ça? Exactement, tous les 2 ans. Donc on n'a pas eu d'édition en 2021 à cause de la crise Covid, mais on se prépare à l'édition 2023 qui arrive en juin, qui va être assez effervescente, comme on a l'habitude pour les salons du Bourget. Donc effectivement, c'est un gros événement pour le musée qui accueille à peu près tous les 2 ans le salon sur son tarmac. Le musée n'est pas organisateur du salon, mais il est vraiment un lieu d'accueil, voilà, pour le salon du Bourget. Et c'est un événement où on attend à peu près à l'intérieur des halls du musée environ une centaine de milliers de visiteurs sur une semaine, ce qui est assez énorme. Combien, pardon? 100 000 visiteurs sur une semaine. Ah oui. Voilà, en termes de fréquentation, c'est quand même un pic assez énorme et assez important qu'on a tous les 2 ans. Et à votre avis, bon, pour visiter ce musée, il faut des jours et des jours, c'est pas possible. Si on est vraiment passionné, et si on commence à s'attacher aux collections, par exemple, de l'aérostation, où on voit des minuties sur des porcelaines, après le détail d'un avion, en 100 ans, il y a eu une avancée fulgurante de technique, de technologie. Donc, combien de temps, à votre avis, il faut revenir pour visiter ce musée? Voilà, donc on nous disait, on a près de 12,5 hectares d'espace d'exposition, c'est assez énorme, une dizaine de halls. Nous, on conseille au minimum de passer 2h30, si on veut voir les halls de manière assez rapide. Pour les vrais passionnés, il faut vraiment pouvoir passer la journée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un restaurant sur place, parce que quand on vient et qu'on passe la journée, il faut un endroit pour manger le midi. Donc pour les passionnés, on ne peut que leur conseiller de venir et de réserver toute une journée pour pouvoir vraiment profiter des collections dans leur pleine mesure. Alors, on peut s'asseoir aussi, parce que justement, au bout d'un moment, on est tellement quand même, on peut être fatigué, à force de rester toute une journée, on peut s'asseoir. Et en plus, dans un magnifique hall, le hall de alors il y a plusieurs halls, il y a la salle des 8 colonnes, qui a été restaurée, puisque je crois que c'est l'ingénieur Labro, c'est ça? L'architecte Labro, qui avait construit donc cet aérogare. Effectivement, tout à fait. Alors, on peut s'asseoir bien évidemment dans le musée quand on est fatigué, et on a raison de s'asseoir dans la salle des 8 colonnes, parce que la salle des 8 colonnes, en fait, c'est l'ancien hall historique de l'aérogare du Bourget, qui a été restauré dans son architecture art déco en 2019, et qui est aujourd'hui le hall du musée. Donc vous avez une vue assez exceptionnelle de ce qu'était l'ancien aérogare du Bourget, où les passagers en transit vers Londres et après vers les vols pour les vols régionaux prenaient leurs avions. Et donc vous avez une magnifique voûte de pavés de verre qui laisse passer la lumière, qui offre une lumière assez exceptionnelle sur des collections qui sont également exceptionnelles, parce que dans l'ancien aérogare du Bourget, vous avez aujourd'hui les collections des pionniers de l'air, donc les tout premiers avions, et aussi les collections de la Première Guerre mondiale. Donc là, vous avez les collections les plus anciennes et les plus précieuses du musée qui vous sont dévoilées dans un cadre qui est assez exceptionnel. C'est vrai, on peut pas s'imaginer. Et en plus, c'est une visite dans une visite, parce qu'il y a l'architecture, il y a les avions, il y a l'histoire. Donc, nous vous invitons vraiment à venir voir ce musée. Alors, également, tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, nous parcourions un nouveau hall, et vous vouliez m'en parler, bien sûr. C'est un hall dédié à, bien sûr, toujours tout public. C'est une ludothèque qui vient de s'ouvrir, c'est ça, en février de cette année? Tout à fait, donc ce nouvel espace, c'est la médiathèque ludothèque du musée, qui est un nouvel espace qui a été ouvert au 1er février, et dans lequel le plus grand public peut venir découvrir les ouvrages des collections documentaires du musée, à la fois de manière autonome, dans une grande salle qu'on appelle la salle d'embarquement, où vous avez à la fois des revues, des BD, des livres qui sont en libre accès pour le grand public, et aussi dans une salle qui est vraiment réservée à la recherche, où là, en faisant appel à nos collègues du centre de documentation, vous pouvez accéder à des ouvrages encore plus précieux, qui sont gardés secrètement dans les réserves du musée, et où là, on peut vraiment découvrir la grande histoire de l'aéronautique.
À côté de ça, vous avez aussi une ludothèque, donc qui est un espace plutôt destiné aux jeunes enfants, où là, on peut s'amuser sur des bornes d'arcade des années 80, sur des vieux jeux aéronautiques. On peut aussi tester un peu cette dextérité sur des petites animations assez ludiques. Et puis le vrai joyau de cette médiathèque, il est actuellement là où on se trouve, c'est la réplique d'une cabine d'A380, l'espace qu'on appelle l'espace à bord, dans lequel on peut visionner toutes les ressources vidéo du musée, confortablement installées dans un siège d'A380. Ah oui, c'est très intéressant. Là, nous sommes d'ailleurs assis et nous avons, d'ailleurs, il y a un commandant de bord qui est assis d'ailleurs pendant que nous parlons et qui visionne en face, comme si nous étions à bord, une vidéo sur donc tout le site, enfin les grandes collections du musée. Toutes les archives vidéo, toutes les ressources vidéo du musée. Donc vous avez à la fois des documentaires qui ont été produits par le musée il y a plusieurs années, et puis des productions beaucoup plus récentes, dans le cadre de commémorations virtuelles qu'on a faites sur les 150 ans du siège de Paris par exemple, sur le raid du cousinet Biarritz, qui était le premier avion à faire Paris-Nouméa en 1932. Et voilà, avec Monsieur Max Dévé. Exactement, avec Monsieur Max Dévé, dont on avait interviewé le fils pour Monsieur Bertrand Dévé pour l'occasion. Donc vous avez tout un ensemble de vidéos qui vous est accessible et consultable dans une cabine d'A380. Alors il y a aussi des événements que crée le musée. Des événements pour la Nuit des Étoiles. Vous pouvez nous en parler de ces événements, de quelques événements qui sont en dehors de l'espace journalier, on va dire. Oui, à côté de ça, on a une programmation culturelle qui est assez dense, avec une dizaine d'événements tout au long de l'année, pratiquement un événement par mois. Donc vous avez bien sûr les grands incontournables des musées nationaux, que sont la Nuit des musées. En mai, vous avez bien sûr les Journées du patrimoine, au cours desquelles on ouvre également les réserves du musée qui se trouvent de l'autre côté des pistes du Bourget. À Duny, exactement. D'accord. Là, vous avez vraiment des avions assez mythiques qui sont conservés et entretenus par les équipes de la conservation du musée dans les réserves. Et puis, vous avez des événements qui sont des productions inédites du musée. L'été, par exemple, vous avez Ciné Tarmac, qui est un événement assez sympathique au cours duquel on projette sur le fuselage du Boeing 747 des films sur la thématique aéronautique et spatiale. Et puis, on a tout un tas d'événements assez nouveaux qu'on produit depuis quelques années. Vous avez actuellement, en ce moment même, le festival Hors Limite, qui est un festival littéraire qui est accueilli au musée ce week-end, le 2 avril, au cours duquel vous pourrez rencontrer des auteurs féminins qui ont écrit sur l'aviation et les femmes pilotes. Et puis, vous avez bien sûr la Nuit des Étoiles, qui est le grand rendez-vous du mois d'août, où là, vous avez tous les passionnés d'astronomie auxquels on donne rendez-vous sur le tarmac du musée pour observer les planètes et les étoiles. De quelle heure à quelle heure, alors ? Alors, la Nuit des Étoiles, c'est assez particulier, c'est un format d'événement qui est en nocturne, donc on commence à 18h, et on termine sur les coups de 1h du matin, avec toute une partie qui est consacrée à l'observation du ciel étoilé sur le tarmac, avec beaucoup d'animations autour de la thématique spatiale qui se déroule autour de ces postes d'observation. Alors j'allais vous poser encore une autre question. Pour des groupes qui souhaitent visiter donc le musée, il y a des visites guidées, donc avec des accompagnateurs. Alors, en ce moment, on n'a plus de visite guidée. En ce moment. Voilà, en ce moment, on propose plus de visite guidée. Ce sera bientôt le cas. On travaille sur une nouvelle proposition d'offre de visite guidée. Pour les gens qui veulent vraiment visiter le musée, on vous invite à contacter l'association des Amis du musée de l'air et de l'espace, l'AMA, qui a des guides qui sont vraiment experts du musée et de la thématique aéronautique et qui vous proposent des visites thématiques de certains halls du musée. D'accord, donc les Amis du musée de l'air et de l'espace. Exactement. Alors, au niveau tarifaire, vous me disiez également que le premier dimanche du mois... Voilà, alors l'entrée du musée, on a un billet unique pour les adultes à 16 € qui permet à la fois de visiter les expositions temporaires, les expositions permanentes et les avions visitables du musée. Mais vous avez aussi une offre spéciale le premier dimanche du mois, puisqu'à ce moment-là, on est gratuit pour tous les visiteurs. Tout est gratuit. C'est une très bonne occasion. Non, le premier dimanche du mois, on a une offre spécifique qui permet d'accéder gratuitement au musée, où seules les activités telles que Planète Pilote et le Planétarium restent payantes. Pour tout le reste et pour tous les visiteurs, c'est-à-dire de 0 à 99 ans, oui. Ou même plus, ou même 100 ans, même. Pour les passionnés plus anciens, on est ouvert et gratuit pour tout le monde le premier dimanche du mois. Alors, sachez aussi que parmi les accompagnateurs de l'AMA, des Amis du musée de l'air et de l'espace, eh bien, vous aurez des personnes qui sont aussi bien
ingénieurs en aéronautique, en spatial, pilotes, certains, et des passionnés. Ah, chose importante également, si on vient en voiture, il y a un parking, je crois. Il y a un parking d'environ 110 places sur l'esplanade qui est juste devant le musée. Oui. Donc voilà, il y a absolument pas de souci. On a l'habitude d'accueillir des gens qui viennent en voiture. Le musée est accessible également par les transports en commun, par le bus 152 qui s'arrête à la gare du Bourget notamment. Mais on a un parking qui peut accommoder pas mal de visiteurs. Eh bien, Monsieur Antoine Touret, nous vous remercions infiniment pour cette rétrospective et nous invitons toutes les personnes, aussi bien individuelles qu'en famille d'ailleurs, et de tous les âges, à venir dans ce musée pour vous passionner pour une journée ou plusieurs nuits d'ailleurs. Merci infiniment. Merci beaucoup. Après cette superbe introduction du service communication du Musée de l'Air et de l'Espace, maintenant je suis en présence de Monsieur Alain Roland. Monsieur Alain Roland que l'on connaît, que beaucoup d'entre nous connaissent, ancien président des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace, l'AMA, et également accompagnateur lors des visites du musée. Monsieur Alain Roland, bonjour. Bonjour. Merci encore de nous recevoir. Avec plaisir. Et nous allons faire avec vous, nous allons survoler, c'est le cas de le dire, les halls du Musée de l'Air et de l'Espace. C'est vrai qu'une journée est vite passée au Musée de l'Air, compte tenu de la taille du musée. Alors donc on peut revenir sur l'endroit où nous sommes, hein, c'est-à-dire d'abord c'est l'aéroport du Bourget, un aéroport encore actif qui est l'aéroport parisien dédié au trafic affaires. Donc il y a plusieurs milliers de mouvements annuels, c'est le premier aéroport d'Europe pour le trafic d'affaires. Donc l'aéroport de Bourget reste un aéroport très actif pour ce trafic affaires. Il est également très connu tous les 2 ans pour le fameux salon international qui réunit l'industrie mondiale, aussi bien dans le domaine des avions que des lanceurs spatiaux, etc., de les différents équipementiers. Enfin bref, c'est un énorme salon, c'est le plus grand salon au monde. Donc tous les 2 ans, et cette année, donc comme le disait aussi M. Touré, eh bien, on se prépare activement ici pour ce salon. L'aéroport du Bourget, enfin qui était encore que l'aérodrome, puisqu'il est créé dès 1914, est aussi un endroit historique. Parce que sont partis et arrivés au Bourget des vols extraordinaires, hein, comme le départ de Nagesserit Colli, qui est également une des tentatives pour franchir l'Atlantique, qui hélas s'est mal terminée, mais une qui s'est très bien terminée, et là c'était à l'arrivée, c'était Lindbergh en 1927, les 2 événements en 1927, et puis le départ en 1930 de Coste et Bellon, qui eux partent de Paris-le-Bourget pour faire à leur tour la tentative de traverser l'Atlantique Nord, et qui eux sont couronnés de succès, et donc avec un vol superbe, très long, mais magnifiquement préparé et très bien réussi. Avec le fameux point d'interrogation, oui, qui est bien mis en exergue dans le hall de l'entre-deux-guerres. Donc un avion tout rouge que nous allons voir, le fameux avion tout rouge avec un grand point d'interrogation. On pourra revenir sur la signification du point d'interrogation en passant par ce hall. Donc voilà pour la présentation très générale du site lui-même. Quand on revient dans les bâtiments, hein, quand même, du musée de l'Air, bon, l'essentiel c'est cet aérogare, hein, l'aérogare de 1937, hein, de l'architecte Labro, qui a été restauré récemment. En fait, ça a été inauguré juste avant le Covid, hein, mais avec une scénographie magnifique. Hein. Tout le bâtiment a été restauré, avec les 2 halls qui concernent les pionniers, l'autre la Première Guerre mondiale, et au milieu, cette grande salle dont a parlé aussi M. Touré, c'est la fameuse salle des 8 colonnes, un lieu très très grandiose, hein, au plan architectural, c'est vrai, avec cet éclairage par le plafond qui est magnifique. Et si vous permettez, ceux qui ont connu donc l'aéroport du Bourget tout à fait, donc bien avant. C'est mon cas aussi. Oui, moi aussi. Comme passager. Eh bien, il y avait l'arrivée et le départ, et on voit toujours arrivée et départ. Donc, c'est comme si voilà. Nous allions prendre l'avion. Ça a été restauré en état de fonctionnement. Ouais. C'est-à-dire que le grand hall, où il y a justement le comptoir départ, le comptoir arrivée, mais derrière, il y a aussi la fameuse horloge, qui a été complètement rénovée. Et donc, c'est vraiment dans le hall des 8 colonnes est pratiquement dans son jus 1937. Alors
évidemment, les collections des deux côtés ont remplacé le bureau de douane, le bureau de poste, etc., etc., bien sûr. Mais disons qu'on est là dans un cadre qui a été magnifiquement rénové. Plein de lumière. Ah oui, absolument. Avec une tendance beige très claire, hein, et donc un très bel éclairage intérieur et extérieur qui est vraiment... Ce qui a été difficile quand même parce que les collections donc, doivent être préservées, évidemment, de la lumière, justement. C'est une des difficultés. Alors là, bon, notre conservatrice en chef, hein, oui. Madame Griffaton, pourrait nous en parler plus longuement, mais c'est vrai que c'est un gros souci. Les collections doivent être préservées en température, hygrométrie et aussi éclairement. Vous n'avez pas échappé que dans les musées en général, on voit les toiles dans la pénombre, et pour ça, et c'est la raison pour laquelle on est obligé de protéger de la lumière. Donc pour les collections du musée, c'est un peu la même problématique, et donc il faut avoir une organisation de l'éclairage, tant ce qui vient de l'extérieur par les vitres qui ont été placées par Labro en 1937, que par le système d'éclairage intérieur. Donc là, tout ça doit prendre en compte ces contraintes-là, évidemment. Alors, donc nous sommes dans la salle des 8 colonnes. En effet, on a commencé donc par l'aérostation, donc les premiers vols d'abord. Là, c'est le hall des pionniers, hein, avec une évocation des tentatives qui remonte à très très longtemps. Bien sûr, il y a une partie qui est consacrée à Léonard de Vinci en particulier. Et puis, très rapidement, on arrive dans les premiers vols humains, et donc dans ce hall des pionniers, qui sont non pas des vols comme les oiseaux, comme les gens en rêvaient, mais avec un moyen qu'on a découvert grâce au développement des sciences, hein, à la fin du XVIIIe. D'abord les montgolfières, puis les ballons à gaz, hein, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe étanche qui contient de l'hydrogène, qu'on sait produire à ce moment-là. C'est vraiment les tout débuts de la science chimique. Et donc, ça c'est le Charles, hein, donc on est en 1783, hein, donc c'est quand même déjà un certain temps. Donc les premiers vols humains sont faits en région parisienne, hein, à cette époque-là, les pionniers sont français. Ensuite, eh bien, on va partir des montgolfières et du ballon sphérique classique vers une nouvelle aventure, c'est celle des dirigeables. Hein. Donc là, on a des pièces absolument exceptionnelles dans le hall des pionniers, avec la nacelle du fameux dirigeable La France. Là, il y a un petit clin d'œil à l'histoire, c'est que la France partait d'un très grand hangar, dit le hangar Y, qui est à Meudon, et ce hangar hébergeait, Meudon a hébergé les collections du musée de l'Air à sa création, hein, comme le rappelait M. Touré, tout de suite après la Première Guerre mondiale. Donc le hangar Y, qui maintenant a été totalement rénové et qui vient d'être inauguré voici peu, a hébergé les collections du musée de l'Air avant leur arrivée ici au Bourget en 1974, mais le clin d'œil, c'est qu'on a à la fois Meudon dans la double histoire de l'aérostation au départ et ensuite du musée de l'Air. Donc depuis Meudon, il y a eu un vol de ce fameux dirigeable La France qui avait une particularité, hein, 1894, c'est qu'on a réussi un vol en circuit fermé. C'est-à-dire qu'on est parti de Meudon et qu'on est revenu à Meudon. Ce qui était pas aussi simple que ça en a l'air, parce que, bon, il fallait d'abord que ça se passe par petit vent, hein, mais quand même, le La France, qui était un dirigeable ultramoderne pour nos yeux contemporains, c'est-à-dire qu'il était mu par un moteur électrique. Donc, une grande hélice. Oui, à l'époque. Et donc, il y avait plus de 400 kilos de piles, c'est pas encore des batteries, des piles, donc, qui étaient embarquées dans la nacelle, qu'on peut voir dans le hall des pionniers, qui est une pièce historique, c'est pas une maquette, hein, c'est la vraie nacelle du La France. Authentique. Et authentique, absolument authentique, qui a été Je me fais un peu de pub pour mon association au passage, parce qu'on a contribué à la restauration de la nacelle de La France. Et donc, cette nacelle est exposée maintenant avec son hélice, son gouvernail, au grand complet. Évidemment, l'enveloppe n'est plus là. Mais on peut voir avec une maquette l'échelle de ce que représentait un dirigeable de cette époque. C'était grand, hein. C'était très grand. Ouais. Alors, l'aventure des dirigeables va connaître des développements importants dans les différents pays européens, en particulier les Allemands, avec les fameux Zeppelin.
Aventure qui va se terminer en 1937, tragiquement, par la catastrophe devant le port de New York, là, il a pris feu. Qui a pris feu. Alors là, bon, c'est vrai que le gros défaut des dirigeables, c'était l'hydrogène, qui est hautement inflammable. Donc ça posait de gros problèmes. Après, on aurait pu, et on a fait quelques projets avec de l'hélium, qui ne présente pas ce défaut, mais bon, entre-temps, le dirigeable reste un véhicule limité. On peut emmener de grosses charges, mais on y va doucement et on craint les éléments météo un peu brutaux, genre orage, givrage, etc. Ah oui. Donc, les dirigeables ne connaissent plus, enfin, on y revient avec l'actualité récente, avec les ballons espions qui ont survolé les États-Unis, mais il existe donc des projets divers de pseudo-satellites où des ballons ou des dirigeables seraient utilisés pour faire relais radio, postes d'observation, etc., etc. Ça reste, l'aérostation reste encore utile, mais donc pas pour des choses précises, disons. La dimension qu'on envisageait au moment où les grands dirigeables allemands ont commencé à sillonner le ciel dans les années 20, quoi. Et donc après, là aussi, dans le hall des pionniers, on a les premiers avions. Donc bon, il y a de nombreux pionniers qui se sont lancés. Chez nous, on peut citer il y a une maquette de la Barquelé. De Jean-Marie Lepris. Voilà, un marin qui avait fait une sorte de barque avec 2 ailes, tirée par un cheval. Et donc bon, la véracité de la réalité de l'événement est discutée par les historiens, mais enfin bon. Et puis après, on a eu chez nous un pionnier célèbre qui était Clément Ader. Et donc, on peut voir la maquette également de l'aéroplane, si on peut appeler ça comme ça. C'est lui qui avait inventé le mot avion, d'ailleurs, Clément Ader. Et il n'a pas eu un très grand succès dans ses tentatives. L'armée lui a donné beaucoup d'argent pour développer ses avions, après un vol qui lui a aussi discuté par les historiens, un vol depuis le château de son sponsor en Seine-et-Marne. Et donc, finalement, Ader s'est arrêté de poursuivre ses tentatives, mais d'autres ont suivi. Et donc le premier vol généralement reconnu, on a une maquette qui montre tout ça dans le hall, c'est le fameux vol de 1903 des frères Wright aux États-Unis. En France, là encore, on a des maquettes pour montrer ça. En 1906, on a nos premiers vols d'aéroplanes, dont celui donc de Santos Dumont. Oui. Et là, ce n'est pas une maquette, c'est le véritable engin qui est exposé au fond du hall des pionniers, qui est l'aéroplane de Vuilla. Alors là, c'est un aéroplane assez exceptionnel parce que donc il est complètement d'époque, il a été retrouvé par le plus grand des hasards au fond d'un garage, et donc il est venu dans les collections du musée de l'air. Et donc ça fait partie de ces pièces totalement exceptionnelles qu'on a en grand nombre au musée de l'air. Et là, vraiment, le musée de l'air est totalement unique au monde, parce que des pièces de cette qualité, de cette ancienneté-là, il y en a nulle part ailleurs. C'est tout simple. Alors, bon, il y a aussi de très très grands musées de l'air, entre autres en Grande-Bretagne, aux États-Unis, bien sûr. Mais on peut faire un peu de patriotisme muséal et dire que bon, les collections du musée de l'air sont absolument uniques, en particulier pour cette partie des pionniers de l'aérostation et de l'aviation. Donc, Vuilla, lui aussi, décolle de la région parisienne à Montesson en 1906, et donc Santos Dumont, c'est de Bagatelle. Oui, de Bagatelle, oui. Donc voilà, les pionniers français. Et puis les choses vont très très vite. De très nombreux ingénieurs, bricoleurs, inventeurs divers se lancent. Et là, on peut voir ça dans les différentes maquettes qui sont autour de nous. Et certains avions, dont les fameux Farman, les grands noms de ce moment, Voisin, Farman, Blériot, etc., sont présentés. Et là encore, ce ne sont pas des maquettes, ce sont des pièces d'origine. Et donc, qui illustrent l'avancée extrêmement rapide de l'aviation bois-étoile, comme on appellera ça après, du fait de la technique. Les pièces sont constituées en bois et on entoile le tout pour donner à l'ensemble la forme d'une aile ou d'un fuselage. Et donc, bien ces pionniers-là permettent de faire un premier tour, un premier kilomètre depuis l'aérodrome d'Issy-les-Moulineaux en 1908. Donc Farman, avec un aéroplane Voisin, et puis qui est présenté dans le hall. Et 1909, la traversée de la Manche par Blériot. Donc là, c'est un vol avec son Blériot. Qui lui, par contre, n'est pas. Alors, il est
Il est au musée des Arts et Métiers. Des Arts et Métiers. Mais on a un Blériot 11, biplace d'ailleurs, qui Oui. est une version du Blériot 11 qui est présenté dans le hall. On a également un Morane, un des grands industriels de l'aéronautique des premières heures, donc c'est Morane Saulnier après, et qui lui, grâce à un aviateur qui est très connu, qui s'appelle Roland Garros, bien sûr, qui n'est pas tennisman, je vous rassure tout de suite, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais bon, c'est une parenthèse qu'on pourra aborder ultérieurement. Donc Roland Garros, lui, traverse en 1913 la Méditerranée. Donc on passe en matière de traversée maritime, en 10 ans après le premier vol des frères Wright, on est capable de faire un vol de 750 km au-dessus de l'eau. C'est quand même un progrès c'est allé très vite. Considérable. Ouais. Alors, puisqu'on parle d'eau, il y a aussi un avion qui est présenté, qui est très très intéressant, c'est l'hydro-aéroplane de l'ingénieur Fabre, qui sur l'Étang-de-Berre, Monsieur Fabre qui était un Marseillais, et donc il a conçu et construit intégralement son avion, son hydro-aéroplane, donc, qui décolle de l'Étang-de-Berre en 1910. Donc c'est le premier avion capable d'opérer depuis la surface de l'eau, donc c'est un hydravion. Donc ça aussi c'est présenté dans notre hall, donc des pionniers. Des pionniers. Voilà. On a là également, en allant vers le hall Première Guerre mondiale, on a là la transition vers l'aviation militaire. Donc je vous disais que les militaires sont très vite intéressés à l'aviation, qu'ils voient comme un moyen d'observation. Évidemment, pour un militaire, pour un officier, l'essentiel c'est de savoir ce que fait l'ennemi. Donc quand on peut avoir la vue de l'ennemi depuis une colline, tout va bien, mais s'il n'y a pas de colline, qu'est-ce qu'on fait ? L'avion pour ça est parfait. Ouais. Alors donc on y pense très très tôt chez les militaires. Donc les militaires soutiennent, adhèrent, mais le projet ne peut pas aboutir, c'est encore un peu tôt. La technologie disponible est insuffisante, parce qu'il faut bien voir que à la transition du 19e et du 20e siècle, il y a apparition d'une grande nouveauté, c'est le moteur à explosion, le moteur à pétrole, et alors qu'avant ça n'était que des moteurs à vapeur. Donc l'aéroplane de Vuillat, c'est un système à vapeur, l'avion de Adair, c'était aussi un moteur à vapeur. Donc les moteurs à vapeur ne sont pas vraiment adaptés à l'aviation, c'est trop gros. Même Adair, qui avait fait un exploit technique en réalisant un moteur particulièrement léger, donc ça ne suffit pas. C'est pas la bonne technique. Par contre, le moteur à pétrole, lui, est tout à fait la solution, mais souffre au départ d'un manque de fiabilité assez chronique. Donc ça pose d'autres problèmes. Mais dès 1912, est créé un service au sein de l'armée française. Comme il y a le génie, l'infanterie, l'artillerie, eh bien on crée un service aéronautique. Et donc là, des avions sont construits pour l'armée. Et au moment du début du premier conflit mondial, eh bien on a environ une grosse centaine d'aéroplanes qui sont au service des armées. Donc on peut voir dans le hall les premiers aéroplanes d'observation avec les cocardes de ce qui sera toujours l'emblème des forces aériennes françaises, qui sont sur cet avion d'observation. Alors pour les militaires, observation, donc au début c'est discuté dans les états-majors, les gens qui voient les aéroplanes, les grands chefs comme Joffre par exemple, pour eux les aéroplanes c'est léger, c'est fragile, donc c'est pas très très bien vu par tout l'état-major, mais très rapidement on va s'apercevoir, là on passe dans le hall de la Première Guerre mondiale. Donc au début on a des machines qui sont présentées là, qui sont des machines d'observation. Il y a également, oui, on est encore à l'époque des dirigeables, dans ce hall Première Guerre mondiale. Oui. On a une partie qui expose une nacelle d'un des grands dirigeables allemands. Ces dirigeables énormes, qui faisaient 200 mètres de long parfois, étaient capables de porter des charges importantes, d'aller très loin, de monter assez haut, de l'ordre de 6000 mètres. Mais était quand même relativement fragile. Puis toujours ce problème avec la météo, dans les conditions un peu difficiles, hivernales, ça manquait de sécurité. Donc au début de la Première Guerre mondiale, des moyens qui sont essentiellement d'observation, et puis après on va inventer le bombardement, parce que la guerre se fige sur les lignes de tranchées entre la Suisse et la Flandre. Et là, des avions d'observation permettent de savoir ce que fait l'ennemi, mais aussi de contribuer à faire du réglage d'artillerie. Et donc chaque armée dispose d'un certain nombre d'avions d'observation
qui sont dédiés soit à l'étude directe de ce que fait l'adversaire, et surtout au calibrage des tirs d'artillerie. Donc ça sera un rôle qui sera très important pendant toute la Première Guerre mondiale, Ouais. où l'essentiel des flottes en l'air, même à la fin, seront des avions d'observation de réglage d'artillerie. Donc l'artillerie devient un moyen aéroterrestre. Parce que sans les observations d'artillerie, les avions d'observation, l'artilleur ne peut pas mettre en œuvre son armement qui, à la faveur des événements, en particulier côté français, l'artillerie découvre que, au début, l'artillerie classique française, c'est le canon de 75 qui permet de tirer en ligne directe. Donc on tire grosso modo à vue. Mais les Allemands nous apprennent, ils ont déjà de l'artillerie lourde, que c'est pas suffisant. Donc l'industrie militaire française fait d'énormes progrès. Et on a aussi, nous, à la fin de la Première Guerre mondiale, d'excellents canons à longue portée. Mais longue portée, ça veut dire qu'il faut les avions pour observer. C'est pour ça que ça me fait, pardonnez-moi, mais ça me fait penser justement au capitaine Georges Guilmer qui, sans arrêt, lui-même allait vers ses mécaniciens et aller voir pour aider à trouver des nouveautés dans les canons. Oui, dans l'armement. À chaque fois, c'était plus performant. Bien sûr. Alors, la Première Guerre mondiale a été un gigantesque Oui. accélérateur en matière de recherche, technologie, recherche-développement, comme on dirait de nos jours. Oui. Donc, entre les aéroplanes de 1912-1914, qui sont des machines très lentes d'observation, qui volent à peine à 80 à l'heure, qui montent à tout casser à 1500 mètres. Et puis ce qu'il va y avoir à la fin de la guerre, en 1918, où les chasseurs volent à au moins 200 km/h, en vol horizontal, j'entends, pas en piqué. Et donc, les avions ont progressé énormément. L'altitude peut monter pour les chasseurs jusqu'à au moins 6000 mètres. Les avions d'observation peuvent monter aussi à ces hauteurs-là. Bref, il y a eu des progrès énormes en technique. Alors, justement, on a parlé de la chasse et Guilmer parce que, comme les lignes se figent, on envisage de bombarder éventuellement sur les lignes et au-delà des lignes. Après l'avion d'observation, on largue des charges offensives depuis les avions d'observation, puis après on se dit, mais autant faire des avions spéciaux pour ça, donc ça s'appelle un bombardier. Donc on y vient, et puis, par parenthèse aussi, les zeppelins sont utilisés dans ce rôle-là, y compris sur les villes, hein. C'est-à-dire que les Allemands décident assez tôt de bombarder Londres, avec des zeppelins, pas que. Et donc, pour faire face à ces menaces qui naissent, eh bien, on invente un armement connu, c'est la mitrailleuse. La mitrailleuse, on la met sur un avion d'observation. La première victoire RR a lieu en octobre 1914 par un équipage français qui a fait monter une mitrailleuse sur son avion. D'observation, c'est pas du tout prévu par les manuels, donc c'est une initiative très très locale. Mais là, on réfléchit, on se dit autant avoir des avions spécialisés. Donc après l'observation, le bombardement, eh bien on a la chasse. Et donc on a au milieu du hall une zone qui est consacrée à l'aviation de chasse, avec le fameux bébé Nieuport qui est là en majesté, avec sa rose, un biplan, voilà. Petite machine très élégante, et qui est utilisée dès 1916. La chasse se développe après l'observation et le bombardement, et là apparaît un phénomène nouveau qui est médiatique. En fait, c'est de la propagande. On est très rapidement la bataille de Verdun, 1916, qui est précédée par une offensive aérienne allemande qui fait en sorte d'obtenir la suprématie aérienne au-dessus de la zone de Verdun, c'est-à-dire éliminer tous les moyens d'observation français. Les dirigeables, il n'y en a pas, mais surtout les ballons d'observation qui sont derrière les lignes et les avions d'observation. Donc les Allemands font en sorte d'éliminer tout ça avant la bataille pour aveugler les troupes françaises. Et ça marche, parce qu'au début, l'attaque allemande progresse. Les Français ont bien du mal à repousser les Allemands efficacement. Immédiatement, les Français réagissent, et donc sous le commandement du commandant de Rose, dont l'emblème est visible sur le fameux bébé Nieuport qui est exposé dans le hall, se constitue une aviation de chasse spécialement concentrée sur Verdun, parce qu'auparavant on distribue les avions d'observation sur les différents corps d'armée, et associé aux avions d'observation, un certain nombre de chasseurs qui permettent de protéger les observateurs pendant leur mission. Mais tout ça est disséminé tout au long du front, alors que là on concentre une force de chasseurs sur la zone de Verdun. Donc c'est une lutte pour ce qu'on appellera de nos jours la supériorité aérienne. Alors la chasse se développe, mais il y a un aspect à ça, c'est l'aspect médiatique, propagande. Parce qu'en 1917, les nouvelles ne sont pas que bonnes, il y a
les grandes mutineries, etc. Enfin bref, il y a quand même de grosses difficultés à soutenir, comme on dit, le moral de l'arrière. Et donc pour ça, eh bien les chasseurs sont très bienvenus, parce que ce sont des gens qu'on va médiatiser à outrance. Les grands chasseurs, on a les as. Alors on rappelle qu'au début, un as, c'est un chasseur qui a abattu en vol un nombre minimum de 5 avions. Donc à partir de 5, vous êtes un as, et donc progressivement, le nombre d'as augmente. Alors dans ces années 1916-1917, c'est quand même très peu de monde. Et puis, aussi bien d'un côté allemand que français, on célèbre ces gens, il y a leurs photos dans le journal, ce qui est complètement exceptionnel. Normalement, il n'y a que les grandes vedettes du théâtre. Oui. Mata Hari et le président de la République pourraient être en photo dans le journal. Mais non, là, c'est les as, alors Guilmer, etc. Voilà, tous ces gens-là sont médiatisés. On suit, la presse suit le tableau de chasse jour le jour. L'aviateur Guilmer a obtenu une nouvelle victoire. Donc, enfin, c'est vraiment relaté dans la presse. Et donc, c'est une espèce de surcharge médiatique d'un tout petit groupe d'aviateurs, parce que quand même les chasseurs ne sont pas si nombreux que ça. Et l'essentiel des 16 000 navigants qui sont formés pendant la guerre en France sont des observateurs. Donc, c'est des gens qui font un métier pénible parce qu'il fait froid dehors, la nuit, pas la nuit, on observe peu la nuit, on vole peu la nuit, sauf les bombardiers. Très vite, on a constaté que le taux de perte des bombardiers en vol de jour était catastrophique, donc on a dit, bon, on va essayer la nuit. Bon. Et puis après, ça va revenir en fin de guerre, en 1918, où là, on change complètement. Alors, il y a une partie du hall qui est consacrée à ça, avec quelques avions emblématiques, Fokker D7, Breguet 14 particulièrement, qui sont là le signe d'une transformation complète de la guerre aérienne. On a une guerre aérienne qui devient, là, elle aussi, industrielle. Les SPAD aussi, les SPAD. Alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les autorités françaises réalisent qu'il est grand temps de standardiser les choses, parce qu'il y a eu plein de propositions d'industriels plus ou moins en capacité réelle de travailler dans le domaine aéronautique, qui proposent à l'armée des avions qui ne sont pas tous d'une grande qualité. Donc à un moment, les autorités réagissent. Clemenceau met un grand coup de pied dans la fourmilière et dit bon, alors maintenant on va organiser. Et pour ça, il y a un certain ingénieur, Albert Cacot, qui est un monsieur éminent, qui est à la fois ingénieur pont et chaussée et un ingénieur dans le domaine aéronautique, comme Gustave Eiffel, qui a construit la tour Eiffel. C'est des gens qui ont des carrières doubles, aussi bien dans le domaine aéronautique que dans un autre. Eiffel aussi dans la construction. Donc, monsieur Albert Cacot organise la production industrielle de l'aéronautique militaire française, et en 1918, il y a pratiquement plus que 2 avions principaux, c'est-à-dire le SPAD 13 pour la chasse et le Breguet 14 pour l'observation et le bombardement. Il y a 2 sous-versions du Breguet 14, dont un est présenté en version observateur, partie finale du hall de 1914-1918. Et là, ces matériels standardisés sont mis en œuvre, là aussi, dans le cadre d'une doctrine qui est complètement nouvelle. C'est ce qu'on appelle les divisions Duval. Alors, Duval, c'est un colonel puis général, qui organise l'aviation en groupe offensif de l'ordre de 600 machines, qui sont à la fois des chasseurs, donc des SPAD 13, et des Breguet 14. Et ces divisions Duval peuvent être déplacées d'un point à l'autre du front à l'échelle de quelques jours, 2 jours, voire même, dans certains cas, si c'est pas trop loin, une nuit. Et là, ça va permettre à l'aviation de contrer les offensives du printemps 1918 allemandes, qui sont extraordinairement puissantes. Et grâce à la division Duval, on aura une contribution pour arrêter les forces allemandes autant que possible, et de sorte à laisser le temps après de faire venir les moyens lourds, c'est-à-dire qu'on va déplacer par voie ferrée ou camions, qui sont... L'armée française est une des plus motorisées au monde à ce moment-là, grâce au pétrole américain. Et donc, on a ensuite le transfert de canons, de troupes, et qui permettent de lutter contre les avancées allemandes. Mais la division Duval y contribue. Il faut imaginer, chaque jour, dans ces offensives, 600 machines qui décollent presque ensemble. Donc, le ciel se noircit d'avions. C'est 1918. On imagine que les flottes de combat aérien modèle 1944
date était le début de cette formule-là. Et non, dès 1918, donc la division du Val permettait ce genre d'appui massif de l'aviation par bombardement, hein, avec les Breguet 14, et même, dans certains cas, les chasseurs, d'abord, dégageaient la chasse allemande devant nos bombardiers et nos avions d'observation, mais aussi pouvaient être utilisés en rôle d'appui-feu direct au sol, c'est-à-dire ils descendaient mitrailler les troupes, hein, directement. Et donc, on a là un basculement considérable du début, avec ces premiers vols d'observation qui étaient des avions tout seuls, hein, dans le ciel, et puis avec un observateur qui notait sur la carte ce qu'il voyait, qui rendait compte après l'atterrissage. Tandis que là, avec les Breguet 14, celui que vous pouvez voir dans le hall, eh bien, vous avez écrit 2 choses importantes sur le fuselage de l'avion. Il y a photo TSF. Et photo, ça veut dire que l'observateur, qui d'ailleurs à l'occasion, si jamais il y a besoin de se défendre, peut servir de mitrailleuse, qui n'est plus devant mais derrière le pilote. Et le pilote lui aussi dispose d'une mitrailleuse au cas où il y a besoin de faire le coup de feu, on ne sait jamais, et donc qui est monté dans l'axe. Et puis l'observateur, lui, il dispose de 2 choses. Hein. Il dispose d'un appareil photo. Alors, ce sont des engins énormes hein, qu'on a dans les vitrines sur le côté, hein, des grosses boîtes carrées là. Oui, c'était des grands tubes de section carrée ou rectangulaire, et dans lesquels il y a des plaques qui sont changées par C'était pas pratique, hein, c'est pas ce que l'on a actuellement. On n'est pas encore à la transmission directe par satellite en numérique. Non, pas du tout. Et donc, c'est les plaques qu'il faut changer, etc., en vol, et qui sont examinées au sol après. Mais surtout, TSF, c'est-à-dire que l'observateur dispose d'un poste émetteur, c'est pas un émetteur-récepteur, ce qu'on comprend très vite, généralement de nos jours, quand on dit qu'il y a un radio sur un avion, c'est un émetteur-récepteur par définition. Non, à l'époque, ça n'est qu'un émetteur, et l'observateur est formé pour transmettre en morse, en vol, ce qu'il voit. Donc si jamais il y a une information critique, ça fait partie de son boulot. Éventuellement, s'il est associé à une batterie d'artillerie, il peut transmettre directement les instructions aux artilleurs, disant un peu plus long, un peu plus court, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Donc tout ça se fait en morse, donc par radio. Donc là, on a une montée en puissance à la fois technique et numérique, au sens des effectifs, de l'aviation à la fin de la Première Guerre mondiale. Montée en puissance qui souvent est pas connue, donc cette partie du hall nous permet tout ça c'est dans le hall de la Première Guerre mondiale. Oui. Il y a plusieurs parties dans le hall Première Guerre mondiale. Donc, initialement, en arrivant depuis le hall des 8 colonnes, donc on passe devant les avions d'observation, après une partie dirigeable, ensuite la chasse, et puis ensuite 1918. Et on a aussi une très belle exposition de moteurs anciens qui mérite d'être vue parce que ça fait quand même partie du problème de l'aviation. Il faut de bons moteurs. Et donc, au départ, on a des moteurs, comme on peut les voir là, qui sont des moteurs, ce qu'on appelle rotatifs, c'est-à-dire que le moteur entier tourne avec l'hélice. Oui, c'est ça. Hein. Alors, c'est très rustique, c'est très pratique, c'est beaucoup pratiqué. Entre autres, on a vu tout à l'heure dans le hall des pionniers l'appareil de l'ingénieur Fabre, qui est, lui, en version rotatif. Alors après, on aura des moteurs en étoile qui seront fixes, c'est-à-dire seule l'hélice tourne, et puis autrement, ce qu'on appelle les moteurs en V ou en ligne, qui font que les cylindres de l'ordre de 6-8 cylindres sont assemblés selon un V ou alors vous en ligne. Voyez, nous avions dit que nous survolions, mais là on ne peut pas en fait faire un hall sans passer par quand même tous ces détails, parce que et encore on peut en faire d'autres, on peut en parler encore davantage, mais c'est tellement intéressant. Comme anecdote, on peut citer qui donne l'ordre de grandeur de ce qu'est l'histoire de l'aviation. Monsieur Fabre, 1910, premier vol d'un hydroaéroplane conçu de ses mains et donc et construit de ses mains surtout, et il a quelques assistants bien sûr, mais Monsieur Fabre donc a vécu assez vieux, c'est un monsieur qui est mort centenaire. Et Monsieur Fabre a eu l'occasion de faire comme passager un vol sur Concorde. Donc c'est un autre point important du musée de l'air, le hall Concorde, mais la vie d'un homme nous donne cette échelle. L'aviation, ça remonte à peine à 120 ans. Voilà. C'est fabuleux. Oui, c'est quand même... Quand on voit les premiers aéroplanes en bois étoile qu'on voit dans le hall des pionniers et ce qu'on peut voir de plus proche, donc la technologie,
les avions civils et militaires, Concorde, Rafale. Donc on voit qu'en quelques dizaines d'années, on a fait des avancées complètement extraordinaires. Hein. En passant de petits moteurs de 80 chevaux à des réacteurs qui sont capables de développer des tonnes de poussée. Hein. Sur 777, il y a des moteurs de 50 tonnes de poussée pratiquement maintenant. Et les avions de chasse volent normalement à Mach 1,7, 1700 km/h. Et les avions de juste la génération précédente qu'on va voir dans les prototypes sont capables de voler à Mach 2. Alors autrement dit, quand on veut, on peut. Oui, moyennant beaucoup d'intelligence, oui, bien sûr. Des sommes énormes de bien travail, sûr. Et puis bien sûr les budgets qui et les budgets également. Et les budgets. Et justement, en temps de guerre, les budgets sont assez illimités, et donc d'où le fait que les progrès sont rapides et importants. Nous arrivons déjà à la fin de cette première partie de visite. Merci de nous faire vivre, Monsieur Alain Roland, tous ces moments forts de l'aviation, de l'industrie et des hommes. Donc à très bientôt pour suivre le parcours des halls du Musée de l'Air et de l'Espace sur une autre émission, très prochainement, sur YouTube, Envolé Sillage, et likez si vous le souhaitez. Bonne journée à tous.